m'avez dit ce matin, ou ce midi plutôt. Oui. Après l'échange que nous allons avoir, je ne vous vois pas et ça me... J'essaye de faire l'Indien, comme il dit, mais je ne vous vois pas bien. Je n'aime pas ça. On ne peut pas éteindre les lumières parce qu'ils font des images, vous comprenez, c'est ça le truc. C'est pas naturel. Ah si, vous pouvez les éteindre alors. Ou les baisser. Ah, ça va mieux. Merci beaucoup, hein. Donc après cet échange que j'espère particulièrement abondant, hein, il y aura l'inauguration à 18h de l'exposition photo des dilettanti et de Maraldi, qui est le chef de Cesena, qui s'occupe de nous pour les photos. Donc vous descendez, c'est à côté de la billetterie. Voilà. Je ne sais pas ce qui est prévu, mais enfin on fera une inauguration, quoi, avec les membres de l'association. Et à 18h30, un film qu'il faut absolument ne pas manquer, puisque c'est Au nom du peuple italien, avec Gassman et Tognazzi. Alors écoutez, je vais faire une petite introduction brève, mais après c'est comme au ciné-club, hein, on fait le format ciné-club. Nous, on vous a fait des présentations avec Jean pendant toute cette semaine. Et là, maintenant, on va avoir un échange, ce qu'on a en général après les films. Et c'est important cet échange parce que c'est le côté collectif qui compte. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous a une opinion sur les films qu'il a vus et tout. Souvent, on en parle après le film avec les amis et tout. Mais là, c'est dans l'Assemblée, on va essayer de mettre en commun un certain nombre de points de vue sur ce cinéma que nous avons vu, sur le cinéma de Risi. Et c'est très important parce que c'est une fonction fondamentale, ce côté collectif, cet échange collectif de notre travail d'éducation populaire que nous avons toujours pratiqué avec ce ciné-club Jean Vigo. Voilà. Alors je sais que ça surprend toujours les gens quand on dise ça, mais oui, nous on est attachés à ça, parce qu'on pense que le cinéma c'est un art collectif, qu'on assiste à cet art collectif ensemble, et qu'on doit pouvoir avoir des points de vue en commun, ou des points de vue dissonants. Ça peut arriver aussi, ça fait aussi du bien d'avoir un point de vue dissonant. Donc on a vu ces 24 films qui sont en gros 3 périodes dans l'œuvre de Risi. Une première période il essaye de trouver sa voie et tout. Même encore dans vous l'avez vu, je vous l'ai dit à propos de Le Jeudi, c'est un film où il cherche encore sa voie, alors qu'il a déjà percé. La période où il devient... Mais ça n'est pas apparu tout de suite aux gens, hein. Croyez pas que Risi est devenu tout de suite le grand metteur en scène, considéré un peu comme un gentil farfelu, quoi, hein. C'est après que les choses, comme souvent, c'est après que les choses se sont développées. Donc, après le coup de tonnerre de 59 avec au Festival de Cannes, La Dolce Vita et La Ventura, les cinéastes italiens se sont dit on est en pointe, et c'était vrai, il faut qu'on fasse notre chemin. Et Risi a dit je vais faire mon chemin, et il a commencé à se mettre sur les rangs pour être ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un grand metteur en scène du cinéma italien. Donc là, il y a les 3 films qui sont La vie difficile, Il sorpasso, le fanfaron, et Les monstres. Et ça, ces 3 films-là, c'est une borne, quoi, dans l'œuvre de Risi. Il n'y a pas de problème. C'est là où il se détermine vraiment. Et puis après, il y a des poursuites de tout ça, mais dans des formes un peu peut-être différentes, moins... Peut-être... Oui, moins dures, quoi, je veux dire. C'est ce qu'on appelle la comédie italienne, dont il a été un des grands, disons, auteurs.
et qui était un truc après lequel on courait constamment. En France, on a adoré ces comédies italiennes. On était bien incapable de faire ça. La comédie italienne, dont j'ai déjà toujours plusieurs fois dit que s'il n'y avait pas eu le néoréalisme, il n'y aurait pas eu de comédie italienne. C'est parce que le néoréalisme a mis en évidence voilà, les turpitudes différentes de la société italienne, et les trucs qui n'allaient pas, voilà, et les Italiens n'aimaient pas trop ces films, ils n'allaient pas les voir, parce que ça les emmerdait de se dire on va aller voir au cinéma, quoi, des problèmes et tout. Et quand les gens du Marco Aurelio, qui était le journal satirique, ont repris ces histoires et en ont fait des gags, et donc que c'est devenu drôle, que c'est devenu des comédies, alors ça a marché. Voilà. Et la comédie italienne, c'est vraiment l'héritier du néoréalisme. Et je dirais presque de son échec industriel. Parce que le néoréalisme, financièrement, ça n'a pas marché. Alors que les comédies italiennes, ça a bien fonctionné, quoi. La troisième partie de l'œuvre de Risi, elle est un peu compliquée. On va encore avoir un exemple ce soir. Parce que on rit de moins en moins chez Risi. Hein, on rit de moins en moins. Au fur et à mesure, déjà c'était du rire jaune, mais là, vous allez voir, au nom du peuple italien, c'est un constat dramatique de la corruption dans la société italienne. Et Tognazzi et comment il s'appelle, et Gassman se livrent à une joute homérique pour savoir qui c'est qui va l'emporter. Et tout le monde sait bien que c'est Gassman qui l'emportera dans la société italienne. C'est Berlusconi et sa corruption qui l'emporteront. Mais il y a encore à ce moment-là l'espoir que peut-être un juge pourrait arriver à triompher. Mais plus compliqué que ça, vous allez voir, on va en parler, dans les films comme celui que vous avez vu hier soir, Anima Persa, c'est Âme perdue, oui, Anima Persa. J'allais dire que Risi revient à ses préoccupations de jeunesse, il redevient un peu psychiatre. Hein, voilà, c'est assez bizarre, quoi. C'est assez bizarre. Donc, ces films-là, les films de la fin de sa vie, sont des films très, très, très étranges. Hein, parce qu'ils font une investigation de l'âme humaine, en quelque sorte. Alors, évidemment, en plus, il fait ça dans des décors qui sont fabuleux. Donc, comme celui d'hier soir, Venise, vu par ce film, c'est extraordinaire, quoi, je veux dire. Mais en même temps, il reprend des choses sur Jekyll et Hyde, vous voyez. Donc, voilà, vous avez quasiment, en 24 films, vous avez pu voir l'évolution d'un auteur et puis l'évolution de la société italienne avec lui. Parce que ça, s'il y a une chose qui est vraie, c'est que Risi, c'est le metteur en scène de la société italienne, dans son évolution depuis 1945. Voilà. Alors, vous avez compris qu'au nom du peuple italien est extrêmement important. Vous n'avez pas le droit de le louper. Mais qu'éventuellement, vous pouvez le voir aussi samedi à 12h15. Parce que le cinéma est quelque chose de très compliqué. Il faut voir les bonnes séances. On a des bruits de couloir de ce qui est important. Au nom du peuple italien est important. Au moment de cette conférence, vous avez encore 2 chances. Ce soir et samedi. Henri vient de terminer sur... Risi regarde l'Italie et les Italiens. Il ne parle que de ça. On reste en Italie tout le temps. Une petite excursion en Libye ce matin pour le fou de guerre, mais c'était une Libye italienne. On reste en Italie. C'est vraiment le réalisateur qui parle de l'Italie et des Italiens. C'est un historien du présent, du contemporain. C'est-à-dire que les seules fois où il y a des films historiques, ça parle d'une histoire qui lui est proche, en tout cas qu'il a pu vivre. C'est-à-dire que là où il remonte le plus tôt dans l'histoire d'Italie, c'est avec un film que l'on n'a pas pu avoir, qui est La marche sur Rome, qui commence en 1922.
Mais lui, il est né en 1916, donc en fait, il est contemporain à ça. Et s'il était très jeune à ce moment-là, évidemment, ses parents lui ont parlé, c'est quelque chose qui est contemporain à lui-même. C'est pas quelqu'un qui remonte avant ça. C'est vraiment quelqu'un qui va regarder l'Italie. Et à chaque fois, au nom du peuple italien, par exemple, ça ne va pas se démentir à chaque fois, puisqu'il observe, c'est un observateur, ce qu'il observe, et c'est l'actualité. Ce qui est étonnant, c'est à quel point cette actualité reste présente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au nom du peuple italien, c'est une histoire de juge face à un puissant. Et ce juge, est-ce qu'il peut accuser complètement cette personne qui véritablement est un salaud? C'est évident. Mais est-ce que ce salaud est vraiment salaud? Est-ce que ce juge est vraiment intègre? C'est des questions qui restent extrêmement contemporaines. Tout le cinéma de Risi, à chaque fois, même hier soir pour plaisanter, pour San Gennaro, Opération San Gennaro, qui est une pure comédie, c'est une pure merveille. Mais il se trouve, hasard de l'actualité, uniquement hasard de l'actualité, il y a un vol de bijoux. Et nous, en France, ça nous parle, un vol de bijoux. Et puis on a Toto qui joue le parrain napolitain et qui, depuis sa prison, avec un beau costume taillé dans le tissu des prisonniers, on voit bien qu'il a une cellule à part, ça n'existe pas aujourd'hui, quelqu'un qui pourrait tirer des ficelles depuis sa prison et qui aurait... Non, en fait, en regardant correctement l'actualité, on reste en permanence contemporain. Et en fait, Risi, c'est un observateur de la société, et même lorsque on est au début dans ce qu'on a appelé le néo-réalisme rose, c'est-à-dire que les premiers films qu'on a pu passer cette année, qui sont Le signe de Vénus, et Pauvre mais beau, mais Le signe de Vénus, qui précède ça encore, j'ai pas beaucoup de films contemporains actuels qui parlent de la condition féminine à ce niveau-là, qui montrent qu'une actrice qui est extrêmement belle, enfin bon, un personnage joué par Sophia Loren, une actrice extrêmement belle, est condamnée par sa beauté. C'est-à-dire qu'elle est condamnée parce qu'elle est belle à agir comme une belle femme, et le seul objectif du point de vue de sa famille, c'est qu'elle se marie, qu'elle fasse un beau mariage. Alors que Franca Valéry, qui a un physique d'une beauté moins évidente, faut qu'elle travaille comme dactylo, et voilà. On est en 55. C'est-à-dire que ce film-là, il nous montre ce qu'est le regard masculin sur les femmes et comment elles doivent agir en 55. C'est-à-dire que Risi, on va en parler pendant toute la conférence, c'est repérer des détails. Alors là, tout ça, le détail, c'est de ma faute. On va faire une saison sur le détail au Ciné-Club Jean Vigo. Donc on va regarder des détails et voir à quel point il y a certains détails qui se répètent. Alors, peut-être que vous en avez vu certains, mais je pense, il y a Bénédicte qui est une jeune et charmante bénévole qui va passer avec le micro. Et Henri vous l'a dit, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse en discuter ensemble. Parce qu'Henri et moi, on a regardé les films pendant l'été ou en septembre. Et puis on a repéré des choses. Mais vous aussi, vous repérez des choses. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes sensiblement au même niveau que nous. C'est-à-dire que vous avez repéré des choses et puis vous allez sûrement nous en apprendre et puis on va échanger ensemble. Et c'est le principe même d'un ciné-club, c'est cette éducation populaire. On n'est pas des spécialistes. Tu n'as pas écrit sur Dino Risi? Non, si, j'ai écrit dans le catalogue. Et il a écrit dans le catalogue. Combien de signes? Je sais pas. Une page. Voilà. Mais donc, Henri s'y est fortement intéressé pendant l'été pour revoir tout ça. Mais vous avez forcément repéré des choses. Et ce qui est intéressant dans la rétrospective, on ne passe que 24 films sur les 50 longs métrages. Il n'y a que la Cinémathèque française qui est capable, sur une séquence plus longue, plusieurs semaines, en 2021, je crois, d'avoir passé l'ensemble des films. Mais même aujourd'hui, je l'ai expliqué ce matin, La Marche sur Rome, on n'a pas les droits. C'est-à-dire qu'on aimerait passer des films, parfois les droits nous ont échappé. Il faut être une grande cinémathèque pour pouvoir le faire, et ça se construit sur plusieurs années. C'est très difficile de voir les films, et c'est une chance extraordinaire d'en voir autant, et du coup de voir qu'ils se répondent. C'est-à-dire qu'un film de 55, en quoi il répond à un film de 85? En quoi Dino Risi, dans un détail de 55, il y a une réponse un peu plus tard? Sans doute parce que c'est la même personne qui nous parle toujours du même thème, encore une fois, qui est les Italiens. C'est, je crois, vraiment le cinéaste italien. Alors je sais évidemment
à chaque fois que je dis ça, et je me suis excusé plusieurs fois, je ne parle pas italien, je ne suis pas italophone, je suis allé une fois en Italie il y a déjà quelques années. Je ne suis pas un spécialiste de l'Italie, mais j'aime ce pays à travers ses réalisateurs. Et je suis sûr que des personnes connaissent bien l'Italie, ils vont nous en parler beaucoup. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Bénédicte est dans les starting blocks. À toi, Bénédicte. Ouais, peut-être qu'Henri va poursuivre, mais... Non, non, allez. Vous savez que c'est la première question qui est difficile. Donc on passe tout de suite à la seconde. Parce que Henri, comme moi, d'un seul coup, on peut devenir bavard. Oui, nous, on peut vous parler pendant une heure, mais on a décidé que non. Quelqu'un veut le micro pour nous poser des questions, ou vous posez des questions à vous-même? Oui? Non? Allez? Ah, il y a quelqu'un là, monsieur. Merci, monsieur. La deuxième question, voilà. La deuxième, oui. Oui, c'est un cinéaste de l'Italie, effectivement. Est-ce qu'il ne reprend pas quand même un certain nombre de clichés que nous avons des Italiens? Le machisme, l'opposition nord-sud qui revient, hein, bon, qui existe, hein, je pense, hein, fondamentalement. Mais avec le genre de la satire, de l'ironie, il accentue quand même un petit peu ce qui fait un peu pour nous, bon, les autres Européens, un peu les grands clichés de l'Italie. Alors, est-ce que il y a là une volonté de reprendre finalement la manière dont on voit les Italiens, avec un certain recul, c'est vrai, mais pour autant, on est un peu confronté avec un petit peu les images d'Épinal de l'Italie? Pour moi, c'est cette expression de comédie italienne ou à l'italienne. Quand on dit à l'italienne, comme à l'américaine, à la française, à la marseillaise, à la montpelliéraine, on sent bien qu'il y a un petit côté péjoratif. Là, ce soir, on va vous faire aller à une conférence à la montpelliéraine. On sent que c'est le sud et puis qu'on va être détendu et que c'est pas des... Ok. En fait, il y a un côté péjoratif à ça. Mais on a le droit de se le dire qu'à soi-même. C'est-à-dire que à l'italienne, c'est les Italiens qui en parlent d'eux-mêmes, mais en plaisantant d'eux-mêmes. Donc nous, on tient ce côté comédie italienne, et évidemment, c'est un regard cruel. Ce qui est intéressant, alors, moi, l'idée que j'ai en tête sur Dino Risi, c'est que pour moi, il y a un film qui est extrêmement important, c'est Il Sorpasso, Le Fanfaron. Pour moi, la clé d'entrée, c'est ce film-là. Même par rapport au film précédent. Qu'est-ce qui se passe? Dans Il Sorpasso, on a un personnage important qui est Trintignant. Et Trintignant, c'est un jeune. Et on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup cette confrontation jeune et plus ancien. Le maître et le disciple. Et dans cette confrontation, eh bien, le disciple est conscient. On a dit que Dino Risi était un psychiatre. Trintignant est un personnage conscient. Parfois, je vous ai dit, attention, il y a des choses qui tombent chez Dino Risi. Il y a une séquence au tout début du Fanfaron, lorsque Gassman va se laver les mains. Dans cette séquence où Gassman va se laver les mains, Trintignant dit, en voix intérieure, il y a souvent des voix intérieures et des projections mentales dans le cinéma de Risi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne lui ai pas parlé de l'étagère, elle est fragile. Et là, on entend blablabla, en off, en hors-champ. Ça signifie quoi, ça? Est-ce que c'est juste un gag ou est-ce que ça signifie que ce jeune disciple a conscience qu'il ne faudrait pas suivre ce type? Ça peut être une fois. Dans un film qu'on n'a pas pu passer pendant cette saison, il y a Playboy Party, Ombrellone, qui est sur tout ce voyage des Italiens, tous ensemble pendant l'été, ils fuient tous Rome. Rome devient complètement déserte. On pourra parler de ce détail de Rome déserte ou des villes désertes et comment on fait en sorte que la ville soit déserte. C'est quelque chose qui est aussi récurrent chez Risi. Il y a le même gag. Le mari retrouve son ami, enfin sa compagne, et elle dit il va se laver les mains ou va prendre une douche, et elle dit la même chose. Donc c'est pas non plus un hasard. Et dans le Fanfaron, on se régale, on voit ce jeune Ciccio avec Gassman. Il est pénible, Gassman. Et qu'est-ce qu'il fait, le jeune ordonnance, là? Non, tu parles de Parfum de femme. Non, Parfum de femme, pardon. Dans Parfum de femme. Oui. Dans Parfum de femme, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre une chaise devant la salle de bain. On va pas voir le gag où Gassman se prend la chaise.
on voit le gag où à l'intérieur de la chambre de l'ordonnance, on entend Gassman se ramasser et il est content. Ça signifie qu'on a toujours un spectateur qui est conscient de ce qui se passe. C'est-à-dire que le jeune, là, il est conscient de ce qui se passe. Et c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il nous montre l'Italie, il nous montre peut-être des clichés, il nous montre des choses cruelles, mais en fait, nous sommes des spectateurs conscients de quelque chose qui est terrible qui nous arrive. Et d'où le personnage d'aveugle, c'est-à-dire que mais vous voyez donc rien. C'est-à-dire que le truc de Risi, c'est mais vous voyez rien. Alors il va jusqu'à Parfum de femme et nous montrer un personnage aveugle qui est là pour nous montrer l'Italie. Oui, et puis, donc, en fait, les clichés, si vous voulez, c'est pour l'expliquer, c'est facile, c'est pas des idées reçues tellement. Nous, on a l'habitude, parce qu'on a beaucoup vu de cinéma italien et tout ça, mais bon, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les origines de ce cinéma, sur le néoréalisme, qui était quand même une manière de critiquer le type de société qui était en train de se former. Hein, c'est-à-dire, voilà, profondément, pas de point de vue cliché. C'est-à-dire, après, quand il y a l'affaire monarchie ou république, et que si la République gagne, là, il y a toutes les forces de droite, avec la démocratie chrétienne, qui se liguent pour faire de ce pays un pays de la combinazione. La combinazione, c'est pas un cliché, c'est une réalité. Puisque quand même, vous vous rendez compte que même un Premier ministre a pactisé avec la mafia à l'époque, qu'il a laissé mourir Aldo Moro et qu'il n'a jamais rien eu. Il s'est toujours débrouillé. Donc, vous voyez, quand on dit... c'est difficile parce qu'il y a quand même des caractères de l'Italie et de l'italien qui sont bien développés et qui viennent de cette histoire ancienne de la libération. L'Italie, c'est pas un pays qui a été libéré par les Américains comme nous. Hein? L'Italie, c'est un pays qui a eu des partisans. C'est un pays voilà, où il y a le clivage et la dureté de la société était très très nette. Et dans le fanfaron, Gassman reprend les valeurs d'une certaine manière d'un certain fascisme. Cette espèce de dynamisme, voilà, c'est ça. C'était le truc qui se... Quand vous allez aller voir les téléphones blancs, journal d'une carrière carrière d'une femme de chambre, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ça. Donc, moi, je crois pas. Je crois que la force de ce cinéma-là, de ce cinéma italien-là, et c'est bien fait par Risi, c'est de nous présenter des caractères qui sont des caractères généraux, dans lesquels nous sommes nous-mêmes inclus. Parce que quand j'en parle du fanfaron et le jeune qui est représenté par Trintignant, c'est nous. On se dit, est-ce qu'on va accepter de monter dans cette bagnole avec ce dément? Eh bien oui, on y monte. Ça, c'est une autre question. C'est une question cinématographique. C'est pas la question sociétale. C'est que tout d'un coup, on va monter dans la bagnole avec... Parce qu'on a envie de voir ce que ça va faire. Hein. Le road movie, ça fait toujours plaisir, quoi. Voilà. Bon. Je ne sais pas si on a bien répondu à ta question, Édouard, mais on a dû y arriver. Bon, alors, une autre question? Moi, je voulais intervenir, mais il y a longtemps que le sujet... Oh, mais ça fait rien, on peut revenir en arrière. Pardon? On peut revenir en arrière. Oui, voilà. C'est au sujet du style. C'est-à-dire que lorsque j'entends dire c'est à l'italienne, les personnages sont grossis, etc. Mais c'est quand même une tradition profonde, parce que ça, vous le faites remonter au niveau du cinéma, au cinéma néo-réaliste. Mais si on va plus loin, on tombe sur la commedia dell'arte, et c'est exactement le même esprit. C'est exactement comme ça. Et il y a des personnages qui ressemblent beaucoup au personnage de Gassman. Il y en a toujours un qui se gonfle, qui veut être plus fort que tout le monde, tout le temps. C'est-à-dire, c'est une tradition, et cette tradition
excusez-moi, c'est pour ça que je voulais intervenir, elle amène le rire. Et je trouve que ce qu'il y a d'extraordinaire dans Rézy, c'est qu'il aborde des sujets qui sont parfois très profonds et très pénibles, mais il nous fait rire. Il y a des et ça, racines je trouve profondes, ça quoi. extraordinaire. C'est Oui. une grandeur, c'est unique. Voilà, excusez-moi, mais je voulais Non, mais c'est absolument très le- bien, c'est exactement ça. Il y a des racines profondes à ce Oui. cinéma. Oui. Profondes. Ah oui. Qui sont Complètement. vraiment... Italienne, Voilà, profonde, et italienne. les personnages qui sont joués par ces acteurs sont des personnages qui beaucoup viennent de la comédie à l'italienne, de la comédie Ah oui, le fanfaron, par exemple, c'est et même Parfum de femme, même ce personnage, il est grossi aussi. Enfin, tous les personnages un peu comme ça, super dimensionnés, rappellent des personnages de la comédie dell'arte. Oui, oui. Il y a un lien. Je suis d'accord avec vous, et ça, c'est sûr. Et toujours dans le rire, et toujours ça, c'est extraordinaire. Et il est unique pour ça. Moi, c'est pour ça que je le trouve fantastique. C'est pour tout ce que vous avez dit. Mais surtout parce qu'il fait rire en même temps. Et tout ça, il nous amène en riant. Ce qui n'empêche pas de rire jaune de temps en temps. Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr. Voilà, on Bien rit, sûr. puis des fois on se dit, bon, je ne Bien sais pas sûr, si j'ai ça y est, bien fait de toujours rire en là. dessous. Hein? Ah oui, surtout quand il aborde aussi les problèmes de santé mentale et tout ça, ça pourrait être dramatique. Eh oui. Non, ça devient drôle avec lui, mais oui. mais on les aborde quand même. Voilà. Alors donc, voilà, je voulais dire ça parce que ça me paraît vraiment tellement important, parce que c'est tellement original dans une production cinématographique. Voilà. Très bien, je suis d'accord avec vous. Mais on l'a beaucoup aussi chez Scola et chez bien d'autres. Hein. C'est-à-dire que tout ça, on va sûrement parler des acteurs, mais il y a tous les scénaristes qui sont extraordinaires. Hein. C'est-à-dire que Adje Scarpelli, Scola, Macari, enfin c'est... voilà, on a toute une équipe au scénario. C'est non. Et c'est extraordinaire. Il y avait une brochette de scénaristes qui étaient capables, parce qu'ils avaient travaillé dans ce climat de la satire au Marco Aurelio, qui étaient capables, c'était pas que des scénaristes, c'était des scénaristes aussi qui savaient faire des gags. Vous savez que c'est le plus difficile de faire un gag. Un gag, c'est présenter une situation et trouver une chute rapidement. C'est extraordinairement difficile, surtout quand il faut le traduire dans la réalité. Et ces gens, comme voilà, Scola, il travaillait par deux, Adje Scarpelli, et voilà, ils discutaient entre eux. Voilà, ils se faisaient, ou Scola Macari, ils discutaient entre eux, et puis voilà, ils disaient, alors il se passerait ça, et hop, hop, allez, embarquez. Et c'est pour ça que Les Monstres, c'est un film génial pour ça, parce que, contrairement à beaucoup d'autres films après qu'on a fait de films à épisodes, dans celui-là, c'est vraiment la structure du film, le gag. Et c'est absolument très très important parce que, justement, c'est destiné à ce que vous avez dit tout à l'heure, présenter des figures grotesques et nous faire rire. Par exemple, le monstre. On montre ce pauvre type qui est coincé entre deux carabiniers, et les deux carabiniers font beaucoup plus peur que lui. Et pourtant, on appelle le type le monstre, et les deux carabiniers, non, et ils sont très contents, les deux carabiniers, d'être en photo. Hein. Mais ça enfin moi, quand je parle... Un gag. Ouais, mais quand je parle de modernité, c'est-à-dire que on est sur les réseaux sociaux. Ce qui est important pour les carabiniers, c'est d'être sur la photo. C'est voilà, c'est ça qui est important pour eux. On est en 63. Voilà, on les a là. C'est eux sont heureux d'être sur la photo. Ils sont heureux de passer dans le journal. Alors qu'ils arrêtent un type ignoble. Et ils deviennent les stars. On est en 63. Ils dénoncent les réseaux sociaux. 60 ans avant, quoi. Et le fait qu'ils jouent en duo comme ça, souvent, c'est quelque chose de très important parce que ça renvoie aussi ça au théâtre. Le fait de se renvoyer la balle, comme ça. Voilà. Mais moi, je trouve que dans Les Monstres, alors après, vous voyez, ça a évolué parce que si on n'a pas passé Les Nouveaux Monstres, qui est le film, un peu le remake de ça. En plus, parce que c'était pas de Rézy tout seul, il y avait d'autres gens. Mais ça s'était perdu. Cette histoire de violence, j'allais dire, méchanceté. Parce que quand même, il y a un point de vue sur l'art qui est quand même que, bon, il faut être conciliant, il faut... voilà.
un peu gentil quand même, quoi. Hein, bon, les gens, ils vont au cinéma, hein. Et là, ils sont méchants. Et on retrouve le point de vue du néoréalisme de l'époque, c'est-à-dire, vous nous emmerdez, cette société est pourrie. Et voilà pourquoi. Voilà, c'est ça le truc, hein. Et avec en plus le fait de dire, et puis vous allez vous bidonner, parce que vous allez voir ce qu'on va vous montrer, hein. L'histoire du type qui apprend à son fils à devenir la combinazione, hein, où il y a toutes les recettes, hein. C'est absolument génial, hein, surtout la chute, hein, voilà, et finalement, ça devait se terminer comme ça, quoi. Bonsoir, moi je voudrais dire que dans le public, apparemment, enfin du moins certaines personnes, ont oublié Molière, qui lui-même s'inspirait du théâtre italien, et ils ont oublié qu'à Naples, il y a le personnage de Polichinelle, ils ont oublié le théâtre vénitien du XVIIIe. Le cinéma que nous avons vu dans ce genre de film, c'est pas des clichés, c'est la réalité. Je suis bien d'accord avec ce qui a été dit. C'est la réalité, mais c'est un peu grossi. Je suis d'accord parce que les Italiens adorent voir ce film-là. Et je suis pas sûr personnellement que Il Sorpasso ait eu plus de succès que les autres. Il a eu beaucoup de succès pour les Français. C'est toujours le problème des Français. Hein. Mais je ne suis pas sûr. En fait, ce qu'ils allaient voir, bon, le metteur en scène, c'est évident, mais ils allaient voir tous ces acteurs qui sont des acteurs extraordinaires. Tous. Hein. Et puis, les filles qui sont toujours des très belles filles, parce que les Italiens sont des Italiens. Et en plus, en Italie, on l'a vu dans un certain nombre de films qu'on a vus, on choisit des belles filles. Peu importe si elles sont pas, si elles parlent pas très bien. De toute façon, le cinéma à l'époque est doublé. Tous les films sont doublés. Personne ne parle la langue originale, hein, correctement. Mais tout ça, c'est une tradition italienne qui est séculaire, et qui est peut-être même déjà romaine, de l'Antiquité. Et là, on rentre dans une, tout à fait vrai, dans une chose très importante chez Risi. Parce que quand même, je vous ai dit, hein, les deux films qui ont marqué cette période de 59, c'est La Dolce Vita et l'Avventura. Hein. L'un complètement dans le délire de Fellini qui va s'accentuer et tout, et l'autre dans le formalisme, hein, de Antonioni et tout. Et lui, il est complètement à côté de ça. Il fait pas ni l'un ni l'autre. Par contre, alors là, Risi, oui, pour parler spectacle, il est bon. Et il fait du spectacle. Il fait de l'action. Voilà. C'est ça le truc qui est important aussi et qui est une des caractéristiques de ce cinéma-là. C'est pour ça que il y a une narration aussi fluide. Alors elle est due, bien sûr, comme le disait Jean, elle est due aux scénaristes qui sont très, très habiles, mais en même temps, cette narration, cette volonté d'avoir une narration fluide, quelque chose que vous suivez bien, que vous comprenez bien, même si c'est compliqué, vous arrivez à suivre au fur et à mesure comment ça s'enchaîne et ça s'encastre les uns dans les autres, ça c'est très important. Et ça, c'était le spectacle. Parce qu'en fait, voilà, les Italiens ont ce sens-là. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la comédie à l'italienne et tout. Il y a le western spaghetti. J'ai toujours eu horreur de ça. Hein, voilà. Pourquoi western spaghetti? C'est un western italien qui est fait par Sergio Leone. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reprend toute l'histoire du western et il la transforme, il la rend compte à sa sauce à lui, à sa manière à lui, à son style à lui. Voilà. Mais dire western spaghetti, déjà, c'est de le dévaluer. Hein, voilà. Ça, c'est très mal, ce que font les gens quand ils font ça. Le cinéma, c'est international. Donc, voilà. Et Risi, c'était un homme du spectacle cinématographique. Ça, il faut toujours s'en souvenir. C'est-à-dire qu'il savait trouver des acteurs, leur faire jouer des trucs, et voilà. Et la musique, Trovaioli, toujours. Souvent. Alors, je ne veux pas partir sur la musique, je vais partir sur deux choses, à la fois les acteurs, évidemment. Évidemment, c'est-à-dire que prendre Alberto Sordi, par exemple, c'est qu'un acteur extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a mis l'expression sur son visage, il a
voué sa vie à sa carrière de cinéma. Enfin, c'est un acteur fabuleux. Et Rizzi est le réalisateur qui lui permet ça. C'est-à-dire qu'en fait, Rizzi, sur un plateau, il lui donne effectivement des directions et puis il poursuit. Ce soir, on passe Une vie difficile. Dans Une vie difficile, il y a une séquence avec des voitures. Elle n'était pas prévue. C'est une improvisation de Sordi qui est extraordinaire et qui est une grande séquence du film. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui laisse une immense liberté à ses acteurs et effectivement, il les choisit très bien. Et même les actrices, il les choisit parce qu'elles sont très jolies, elles sont aussi très bien dirigées. C'est-à-dire que sur un plateau, il sait faire quelque chose de ses acteurs et ses actrices. Et pour dire cela, s'apercevoir aussi que de temps en temps, il a parlé du cinéma. On a passé hier matin « Je suis photogénique », où il parle du cinéma. On parlera aussi souvent de la compromission, et en fait, dans « Je suis photogénique », on s'aperçoit jusqu'où vont les acteurs parce qu'ils rêvent de cinéma. Ils vont jusqu'à se compromettre et pourquoi pas accepter de faire du porno. Parce qu'on est en 81 et le cinéma a une grosse période érotique en Italie, et donc il faut se déshabiller, puis tout est normal, etc. Donc il dénonce cela. Et il nous montre en fait le cinéma qui se fait. Il nous montre Monicelli sur un plateau. Et il nous montre Gassman sur un plateau dans ce film. Mais dans le film Une vie difficile, il nous montre aussi Gassman qui est en tournage. C'est-à-dire qu'en fait, il va nous montrer Cinecittà. Dans Une vie difficile, il y a Blasetti et il y a la femme de... Oui. Magnani ? Non, pas Non. Mangano. Mangano. Il y a Mangano. Les trois sont présents sur le plateau. Et qu'est-ce qu'ils nous montrent ? Alors, ils nous montrent du faux, en train de se fabriquer, parce que c'est Cinecittà. Ou est-ce qu'ils nous montrent du vrai, parce que ce sont Gassman qui joue Gassman, Mangano qui joue Mangano, et Blasetti qui joue Blasetti ? Donc, on parlait de clichés tout à l'heure. Peut-être pas. Peut-être qu'avec du faux, je peux fabriquer du vrai. Avec du vrai, je fabrique du faux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours cette question de point de vue qui est essentielle chez Rizzi. Le point de vue, il y a l'un des gags qui est dans Les Monstres, qui est aussi très révélateur de son cinéma, c'est le voyeur. Vous avez ce gag-là, le voyeur. Il y a Manfredi qui est en train de regarder une jolie fille par la fenêtre et il voit des fesses. C'est dans Vedo Nudo, pardon. Dans Vedo Nudo, je vois nu. Il voit des fesses et puis il commence à se pencher un petit peu pourvu que personne ne me voit. Et puis il s'aperçoit que la personne est synchrone avec lui. Et il comprend en fait qu'il est en train de se regarder lui-même par un jeu de miroir. Voilà, c'est ça le point de vue chez Rizzi. C'est je vous donne ce que vous devez voir sur l'Italie. Vous êtes italien, vous devez comprendre votre propre pays. Dans le film qui est essentiel, qui est le film de ce soir, Une vie difficile, ça nous montre quoi ? Ça nous montre l'Italie qui vient de se construire. Pour nous, en 2025, en tant que Français, comprendre cette histoire récente de l'Italie n'est peut-être pas si simple. Mais effectivement, le gag, on le passe ce soir, le gag du passage du royaume à la République, lorsque c'est tourné à ce moment-là, pour tous les Italiens, ils savent qu'il y a eu un référendum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que va nous apprendre la radio. Ils le savent, donc en fait, les gens savent qu'on va avoir la République, ils savent qu'on est chez des royalistes, donc on jubile de ça. Donc il est peut-être intéressant de rappeler ça pour les personnes qui ne savent pas qu'à ce moment-là de l'histoire, on passe du royaume à la République. Pour les Italiens, lorsqu'ils voient Ce qui compte quand même, c'est de bouffer. Hein. Mais sauf que pour les Italiens qui voient le film à ce moment-là, ils connaissent l'échéance. D'accord ? On vous parle de 2017 avec des élections, on sait ce qui s'est passé en 2017. Je vous parle de 2022, je sais ce qui s'est passé en 2022. Pour les Italiens, on vous parle de ce référendum, ils le connaissent par cœur. Donc ils attendent la fin de la séquence. Et c'est ça qui est génialissime. Et c'est donner ce point de vue. Comment je peux avoir le résultat du référendum ? Quoi de mieux qu'un banquet chez les royalistes ? Encore des questions ? Allez. Oui, moi je me permettais donc peut-être que ça va paraître un retour en arrière, mais c'est vrai que je trouve que c'est très important. Il faut retourner en arrière de temps en temps. Oui. Ça s'appelle un flashback. Voilà. Et c'est vrai que moi j'ai été un petit peu étonnée par le terme. En fait, à l'italienne, c'est forcément péjoratif. Pour moi, non. Pardon, péjoratif lorsque c'est dit par un Français. D'accord. Mais par contre, les Italiens se disent eux-mêmes. Oui. Voilà.
D'accord. Par exemple, les pâtes à l'italienne, bon, elles vont être al dente et tout. Donc, pour moi, c'est plutôt une façon de caractériser. Et c'est vrai que tout ce qu'on voit dans les films italiens, moi, j'aime beaucoup les films italiens aussi, mais parce qu'en fait, ça me rappelle ma famille, mon pays, hein, puisque moi, j'ai 2 pays, c'est la France et l'Italie. Donc, je pense que c'est une façon de mieux faire connaître les Italiens. Et même si on est 2 pays d'Europe, tout proche, en fait, dès qu'on passe la frontière, moi, ça me fait ça. Je me dis, ça y est, je suis plus en France. Dès qu'on passe la frontière, la dernière fois que je suis passé en Italie, on m'a dit tu vas voir, on va passer, il fera beau. C'était vrai. Oui, voilà, mais aussi au niveau de l'ambiance, de l'attitude des gens, c'est vraiment différent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, mais vous voyez, en même temps, c'est intéressant comment on pourrait dire, de dévoiler un certain nombre de choses. Hier, et c'est pour ça que c'est vraiment très bien de revoir les films, de les voir et de les revoir. N'hésitez pas quand on vous dit, mais je l'ai déjà vu, surtout quand on vous dit, je l'ai vu à la télé. Alors là, à la télé, vous n'avez rien vu. Et même si vous avez vu déjà le film, toujours, hier soir, j'ai regardé ce film que je connais presque par cœur, Anima Persa, et tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Mitteleuropa. Il y a tout un truc sur Mitteleuropa, c'était l'Italie autrichienne. Voilà. Et c'était ce que disait Ferreri. Ferreri, quand on lui avait posé la question, qui était venu à Montpellier, on lui avait dit « Vous vous sentez méditerranéen ?» Il disait « Non, Mitteleuropa. C'est le contraire de la Méditerranée. » Et donc, dans ce film-là, cette cérémonie en l'honneur de l'Autriche, et d'ailleurs dans le film, plein de films, il y a ce rapport avec l'Autriche, avec la Suisse allemande et tout ça. Voilà. Chez Rizzi, il y a cette espèce de proximité de ces pays allemands, voilà. Moins sudistes que d'autres, quoi. Voilà. Et bien, ça m'a complètement surpris, vous voyez, et ce film, je l'avais vu, et ce moment-là, je l'avais pas regardé. Dans le film de ce matin, de ce midi plutôt, il y a la mère de l'enfant, elle a une gouvernante qui est allemande, voilà. Et souvent, parce que ça représente quand même comment on pourrait dire, une certaine autorité, hein, voilà, qui est opposée à cet art de la liberté des Italiens. Parce que ça, c'est très important. Le petit de ce matin, dans le film, il découvre, il voit bien que son père est complètement à la dérive, il le voit bien. Il déconne complètement, c'est un personnage tout à fait gasmanien. Mais il découvre aussi qu'il y a un côté liberté chez lui qui est particulièrement intéressant et qui lui manque dans l'éducation qu'il reçoit. Et à ce propos, dans ces films, il y a plein de rapports jeunes-vieux. Et ça, c'est Jean qui va en parler parce que c'est lui qui me l'a fait remarquer. Jeune-vieux, pourquoi tu me dis ça Non, mais c'est vrai. Oui, il y a le côté disciple ancien et le disciple qui suit un peu trop facilement l'ancien. Est-ce que tu crois que c'est dû au western? Alors, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai dit Henri, mais je crois que l'avoir dit en séance, dans Parfum de femme, il y a une séquence où le jeune va voir, il suit une jolie blonde qu'on voit plus après. Je le regrette, mais on la voit plus après. Mais il la suit parce qu'il y a dans l'hôtel, il y a une télévision et évidemment Gassman qui est aveugle, il n'y a pas la télévision. Et il passe un méchant western, un mauvais western que j'ai absolument pas identifié. J'ai regardé la fin du générique, je l'ai pas repéré. Et puis Gassman répond de toute façon, on connaît ça par cœur. C'est des américanades. Et puis ce qu'ils disent, c'est de toute façon à la fin, ils retournent vers le nord. Ce qui m'a un peu surpris parce que dans le western, on va quand même plutôt vers l'ouest. Hein, go west, young man, go west tout le temps. Et je me dis, mais en fait, Parfum de femme, c'est un western. C'est le vieux soldat abîmé qui se retrouve avec un jeune soldat auprès de lui. Et puis le jeune soldat, il doit apprendre des choses de lui. On va voir différentes étapes. Et puis à un moment donné, il y aura le gunfight, le duel.
On a tout ça dans Parfum de femme. Parfum de femme, c'est un western. Sauf qu'on ne va pas vers l'ouest, on va vers le sud, on va vers Naples. Mais on a vraiment la structure du western. Alors, on ne dira jamais assez à quel point le western est structurant dans le cinéma américain. Et du coup, à quel point il est structurant dans le cinéma mondial. Et donc, Parfum de femme est un western. Donc, il y a cette séquence-là qui est étonnante. Pour moi, c'est une clé. C'est-à-dire que, encore une fois, on fera un truc sur le détail. Moi, j'aime voir les détails. Je me dis, est-ce que ça a du sens ? Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais je cherche ces détails-là et j'ai repéré ça. Et pour moi, ça y est, j'ai la structure de Parfum de femme. C'est un western avec ses étapes. Et le gamin qui apprend et qui s'aperçoit qu'il ne faut pas qu'il suive trop le disciple, d'où la chaise, etc. D'accord ? Mais voilà, mais au-delà de ça, il y a souvent dans ces films, puisque ça a été dans le film d'hier soir, hein, le type qui apprend il vient voir son oncle et il découvre vraiment un tout, quoi. Hein. Oui. Il découvre le monde, il découvre comment est la vie, quoi. Mais bon, on le retrouve dans d'autres films, ce côté-là, même dans Le Fanfaron, il y a ce personnage qui vous représente aussi, joué par Trintignant, c'est un personnage qui au début apprend quelque chose, quoi, de la part de ce personnage. Voilà, et ce truc-là, cette idée-là de faire... dans Les Monstres, le père qui apprend à son petit comment la jouer, quoi. Voilà. C'est un truc qui est frappant chez lui. C'est bizarre que ça se retrouve beaucoup de fois. Encore des questions? Merci, j'ai une question, vu que vous reprenez et une remarque, peut-être une réflexion. Vous reprenez Le Fanfaron et vous avez cité Antonioni, l'Avventura et la tonnerre. Alors, moi, en revoyant le film, comme vous le disiez, parfois on le revoit, et effectivement, cette réplique en voiture où Gazman, oui, dit « t'as vu l'éclipse ?» Moi, j'avais complètement zappé. J'étais passée à côté les premières fois et ma curiosité est cette remarque, voilà, ce méta-cinéma où il fait une réflexion sur un film très récent, où il fait réflexion sur un réalisateur très différent de lui. Est-ce qu'on la retrouve? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce rapport entre Risi et Antonioni, le cinéma d'auteur, je ne sais pas comment le définir, mais un modèle complètement différent. Et je me permets, vu que c'est la même réplique, ça c'est le côté réflexion de ma question. Il ne dit pas seulement « je me suis endormie », mais il le dit en romain. Moi, je suis romaine, donc le côté rire, je me rends compte que le côté linguistique est très important. Il augmente le rire quand on connaît aussi la langue, parce qu'il joue dans tout ce film sur les dialectes aussi. Il fait le mimétisme du bolognais, il fait un peu le voyage avec la langue. Et ça, c'est magnifique et c'est tellement dommage. Après, étudier l'italien, parce que c'est tellement dommage après de le perdre. Mais c'est vrai que c'est ça qui me met un peu, quand vous parlez toujours des Italiens, je reste sur ma faim, parce que je me dis, c'est pas tellement les Italiens, parce qu'il fait des clins d'œil aux Romains, et puis aux Bolognais, et puis au nord, et puis au sud, et ça, c'est plus complexe, mais c'est juste sur un côté... Vous voyez, là, vous venez de définir une chose qui est très importante dans ce cinéma-là, c'est qu'un cinéma sur les Italies. Exactement, voilà. Ça serait plus approprié. Les Italiens. C'est plus que sur les Italiens, c'est sur les Italies. Parce que quand même, quand on est milanais, comme lui, jusqu'au bout des ongles, et que... on va faire un film milanais et bourgeois à Naples, hein, quand même, bon, ça veut dire quelque chose, quoi, je veux dire. Hein. Voilà, ça veut dire quelque chose. Mais vous voyez, ça, c'était très bien cette séquence-là, parce que il parle d'Antonioni, parce qu'effectivement, il y a des rapports, et à la fin du film, dans Il Sorpasso, il y a un plan où il regarde la voiture et l'eau et la mer qui vient se jeter sur le rivage. Je jurerais que c'est un plan d'Antonioni. C'est un plan de l'Avventura.
la disparition, tu vois, un plan de l'aventure. Parce que il dit, je me suis endormi, mais après il ajoute grand réalisateur. Parce qu'il y avait une chose, si tu veux, qu'ils avaient tous ensemble, ça c'était leur force. Des Scola, des Fellini, voilà, ils étaient unis. Pour eux, le cinéma c'était tout. Et ils considéraient que quelqu'un qui avait choisi une voie, eh ben, c'est pas comme nous, en France, où on a passé notre temps avec la nouvelle vague à cracher sur Delannoy, qui faisait soi-disant des mauvais films, comme Truffaut, qui disait Delannoy, et qui a fait La peau douce, qui est un film de Delannoy, quoi. Voilà. Ça n'existe pas en Italie. En Italie, ça n'existe pas. Il y avait une critique de gauche très, très forte qui était menée par le Parti communiste italien, mais qui s'est beaucoup adoucie au fur et à mesure. Et puis après, il y avait le cinéma. Le cinéma, le spectacle. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la commedia dell'arte et tout ça, qui est une tradition. La satire, la farce, la rigolade qui est nécessaire pour vivre, ça c'est une chose, si vous voulez, qui est pas nouvelle et qui est pas. Mais là, il dit ça, il dit, autrement dit, il dit Antonioni, c'est un grand metteur en scène. Voilà. Je ne fais pas son cinéma. Je ne fais pas du cinéma formaliste comme lui, mais c'est un grand metteur en scène. Donc c'est Voilà. des coups de bâton pour rigoler aussi, quoi. C'est-à-dire que on est de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on donne des coups de bâton et puis ça, on rigole de ça. Pour autant, lorsque Dino Risi a sorti Venise, la Lune et moi, à la sortie du film de l'avant-première, il croise Antonioni et qui lui dit pas bien. Donc, Tu lui as dit, Antonioni ? pas bien. Pas bien. Pas bien. Et donc, il y a peut-être un petit pic quand même. Il y a peut-être un petit fond. Il y a peut-être un petit fond. Voilà. On a l'impression quand même. Mais il y a effectivement cette réplique. Mais ça ne vient pas de Risi, ça vient d'Antonioni. Antonioni était un grand metteur en scène, un type génial et un pisse-vinaigre. Mais on va... Oui, parce que, ben, vous le savez ça, je veux dire. Il a empêché sa femme, Monica Vitti, de faire ce elle devait faire. Il lui a fait toujours jouer ses rôles de blonde, comment on pourrait dire, perdue dans la nature. C'était une actrice comique. Elle était formidable. Elle adorait faire du comique, de jouer. Voilà, et elle n'a jamais pu. L'autre, il était là, derrière. Hein? Quand elle s'est enfin séparée d'Antonioni, elle a tourné quelques films Ouais. comiques. Ouais, mais c'était trop tard déjà. C'était trop tard. Ceci dit, hein, vous verrez, quand on refera une rétrospective Antonioni, vous serez tous en train de baver dessus parce que, hein, quand même, comme dit Risi, grand cinéaste. Hein. Oh, fallait sortir son épingle du jeu dans ce monde-là. Donnez un micro, monsieur, peut-être. Oui, parce qu'il aime bien parler du cinéma italien. Et puis Bénédicte aime bien marcher. À propos de la moquerie, je voudrais dire aussi qu'on voit dans beaucoup de ces films-là qu'on a vus ces derniers jours, ce qu'on appelle dans le sud de l'Italie lo sfotto, c'est-à-dire la moquerie. Et on se moque des autres. Tout le temps. Ici, on voit les gamins qui se moquent entre eux. On voit les adultes qui se moquent entre eux. On voit tout le temps ça. Eh bien, on le voit au cinéma aussi. Encore des questions? Allez, allez-y, un petit effort. Qui c'est qui veut la parole? Ah, voilà, monsieur. Je veux dire une petite chose, ce ne sera pas long. Oui, Simplement, allez-y, quelque prenez chose votre- dont on ne parle jamais quand il s'agit de Dino Risi, qui est un film qui est passé inaperçu et que moi j'adore, qui s'appelle Il Dantone. Et c'est le premier film qui fait vraiment tout le film sur le handicap physique. C'est une avant-première, c'était vraiment à l'avance, puisque maintenant on commence à peine à en parler, mais à l'époque personne n'en parlait. Lui, il a fait tout le film là-dessus, avec, ça y est, maintenant évidemment, si je dois dire un nom, je n'arrive pas, le grand acteur dont vous avez Alberto cité, Sordi, qui a est plein génial. dedans. Sordi, il est génial là-dedans, Sordi. Mais il va au bout du truc.
Complètement. Et ça, c'est formidable. Mais on n'en parle jamais. Alors, excusez-moi, je voulais le signaler. Ça s'appelle Il Dantone, le dentu. Oui, le dentus, c'est où Alberto Sordi a une bouche avec... voilà. Mais ça fait... C'est de Rizzi, non? Je ne sais pas si c'est de Rizzi, mais c'est de Rizzi, mais ça doit être dans peut-être Les Nouveaux Monstres, dans Les Décomplexés. Les Complexés, Ah, voilà. c'est dans Les Complexés, Voilà. oui. Non, On a essayé de... Les Complexés. Voilà, mais on a un peu réduit les films à épisodes parce qu'il y en avait trop. Hein. On dirait presque que le cinéma épisode a été fait pour lui, hein, pour Rizzi. Oui, c'est que Rizzi, Bon. il a aussi Et écrit vous voyez, vous beaucoup en avez d'informations. encore d'autres à voir. Rizzi disait toujours, ouais, c'est vrai, j'ai fait 50 films. Bon, 52 exactement, ou 54. Il y en a 30 qui sont mauvais, mais ça m'a permis de faire les 24 que vous aimez. En gros. Voilà. Hein? Hein? Dentone. Merci. Alors, qui c'est qui voulait prendre la parole encore là? Moi, je Oui. voudrais juste rajouter quelque chose dans la même ordre d'idée que ma collègue là, qui a pris la parole sur la langue dans les films italiens. C'est vrai que c'est quelque chose de très important parce que ça fait partie justement de l'identité italienne. Parce que l'unité italienne, elle est récente, 1861. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans un même territoire alors qu'ils parlaient des langues complètement différentes, qui parlaient espagnol, qui parlaient autrichien. Et c'est vrai que même actuellement, si on va à Milan, on va avoir des pâtisseries qui vont s'appeler strudel, etc., qui n'ont rien à voir avec la pâtisserie de Naples. Et là, c'est vrai que moi, j'ai vu le dernier film de Rizzi hier soir, et c'est vrai que cette scène où on parle allemand, je crois, elle peut être troublante, mais en fait, non. On se dit, mais Rizzi, il est de là-bas, il est de Milan, et quand on visite Milan, même que quelques jours, mais on va visiter par exemple le théâtre de La Scala, c'est plein de culture autrichienne. Les Autrichiens étaient là, dans le théâtre, ils ont construit à la manière autrichienne. Et même en 2025, les gâteaux, c'est un lexique germanophone. C'est pas du tout le nom du gâteau à Naples. Voilà, donc je voulais dire que, comme disait ma collègue, la langue dans les films, elle est très importante. Et moi, j'ai même entendu des remarques d'Italiens qui étaient choqués quand des très beaux films étaient faits dans une région et que la langue des acteurs n'était pas la langue de la région. Alors, je n'ai plus en tête le film, mais il y en a qui se parlent dans je crois dans le Val d'Aoste, qui a eu beaucoup de succès. Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai lu le livre. Les acteurs parlent un italien standard, on va dire. Et les Italiens sont choqués parce que pour eux, non, on ne parle pas comme ça dans cette région. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Mais vous comprenez que quand même, il faut unifier un peu les choses. Donc, dans le cinéma italien, l'avantage qu'ils ont, c'est que pratiquement tous les films, il y en a que non, mais pratiquement tous les films sont doublés. Ils sont post-synchronisés. Post-synchronisé, oui. Donc on peut faire jouer n'importe qui, puisque même dans Le Voleur de bicyclette, c'est post-synchronisé. Parce que je vous parle de ça, parce que soi-disant c'était le truc sans traficotage, le cinéma pur et tout ça, mais non, la preuve, ils étaient tous doublés, tous. Voilà. Et moi, la première fois que j'ai rencontré Taviani, il était en train de faire du doublage de je ne sais plus quel film, voilà, et il est sorti pour me parler, et voilà, il était en train de faire son film, quoi, je veux dire. C'est une partie du film qui est aussi importante que de le tourner. On refait. Fellini faisait compter les gens il leur demandait pas de lire le scénario ni de répéter les trucs. Il disait tu comptes et il comptait. Voilà. C'est ce qui est montré quand dans Je suis photogénique, justement, l'acteur Renato Pozzetto, et qu'est-ce que je fais? Compte. Et puis alors il compte, et puis voilà. L'autre personnage compte, et puis je vais compter à l'envers, d'accord, je vais compter à l'envers. Voilà, mais dans le film Nouvelle Vague qui est sorti, il nous montre ça aussi. On voit Gene Seberg et Belmondo dans la rue, et là aussi on nous dit que il n'y a pas de son direct, c'est-à-dire que grand trucage, et là il nous le montre, et c'est très drôle. Si vous pouvez voir ce film-là sur ce côté faux de la Nouvelle Vague. Non, il compte pas, il la drague.
Voilà. Il dit, tu sais que je peux dire n'importe quoi, puisque de toute façon, il n'y a pas de son. Et puis, c'est un travelling arrière, ça, on ne va même pas voir mes lèvres. Et puis, on dit, il faut que vous échangez tous les deux. Puis, c'est dans la cabine, enfin, le truc de la poste, il sous roulette, la caméra est cachée, il y a Raoul Coutard qui est un géant qui est placé. Ça fait partie du spectacle. Voilà. Eh bien, allez, vas-y, parle. C'est le spectacle. Et Bon, c'est encore très des bien montré questions. dans le cinéma de Rizzi, lorsqu'il le montre, ça. Allez, vous avez bien commencé aujourd'hui, c'était très riche. Hein. Encore une fois, faire du vrai avec Très du faux ou du positif. faux avec du vrai. Je voudrais parler à M. Talva. Comment il analyse le personnage de Devers dans le film Ah, vous me tendez un piège là. Oui, parce que Alors, Chambre de écoutez, l'évêque. moi, Patrick Devers non, c'est parce que j'ai eu dans le la chambre malheur de de l'évêque. dire que Patrick le Devers dans la pauvre chambre de Patrick, il savait pas trop qu'est-ce qu'il était venu faire là. Bon, en plus, il est doublé, donc c'est pas sa voix et tout, donc il y a quelque chose de moins. Et plein de gens sont venus me dire, mais moi je l'ai trouvé très bien et tout ça. Alors, j'ai pas dit qu'il était pas bien. J'ai pas dit qu'il était mauvais. J'ai dit qu'il n'était pas à la hauteur de René Lamouty et de Tony Azzi. C'est pas la même chose. Voilà, parce que en fait, je suis pas tout à fait d'accord. mais ça se justifie peut-être par le fait que c'est un jeune qui apprend. Voilà. Peut-être que c'est ça que j'ai pas bien saisi et tout. Ça m'arrive aussi moi de me tromper. Hein. Donc voilà. Mais d'une certaine manière, je pense que quand même, il n'y avait pas beaucoup d'atomes crochus. Avec certains acteurs, Rizzi avait tout de suite, il accrochait tout de suite. Avec certains autres, non. Par exemple, il se dit quand même que dans le film d'hier soir, avec Catherine Deneuve, ça a été difficile, quoi. Hein, parce qu'elle ne comprenait pas très bien ce que voulait lui faire Rizzi. Et je suis à peu près persuadé que Patrick Devers non plus n'a pas très bien compris ce qu'il voulait lui faire Rizzi. Voilà. Mais sinon, comment ? Trintignant l'a compris. Oui. Et vous avez, faut pas comparer. Trintignant, il est absolument. Non, mais puis voilà, il y avait quelque chose qui passait. Ça, c'est une autre question aussi. Des acteurs un peu italiens, quoi. Hein, voilà. Trintignant, il avait un côté italien. Il était toujours fourré en Italie. Il connaissait l'italien et tout. Donc, c'est pas la même chose. Voilà. Catherine Deneuve, elle n'était pas italienne, elle n'est pas de ce côté-là. Voilà. Elle aimait bien Mastroianni, quand même. Hein, oui, mais elle connaissait un italien qui s'appelait Mastroianni, mais c'était plutôt un français qu'un autre, lui, Mastroianni. Hein? Non, pour Devers, la réponse est simple. Hein. Il navigue. Il est sur son bateau, il navigue. Et là où je rejoins Henri, mais c'est peut-être pas le défaut de Devers. Hein, c'est encore une fois, faut pas. C'est le personnage, et ce personnage, oui, contrairement aux autres personnages jeunes, puisqu'on a parlé du disciple qui essaie de suivre quelque chose, je crois qu'il essaie de suivre Tognazzi sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et donc, il n'y a pas d'identification de ce jeune à ce personnage plus âgé. Et nous, en tant que spectateurs, on n'a pas d'identification. Quand on regarde Il Sorpasso, on est quand même plutôt du côté de Trintignant, me semble. C'est-à-dire qu'on est spectateur de ce personnage qui est plus grand que nature, mais je ne crois pas qu'on se place à la place de Gassman. Je pense qu'on se place à la place plutôt de Trintignant. Et là, dans La Chambre de l'évêque, on a ce personnage jeune qui en suit un autre plus âgé, qui navigue entre sa femme et puis la jeune femme jouée par Ornella Muti. Et il ne sait pas où se placer. Et nous-mêmes, on est un peu perdus. Mais je ne suis pas sûr qu'on place La Chambre de l'évêque dans le top 5 de Rizzi. Donc c'est peut-être pas le défaut de Devers, mais peut-être. Alors là, c'est plus scénario. dur, là. Hein, là, c'est dur, là. Ouais, top 5. Je n'ai pas dit top 10 ou top 20. Voilà. Non, mais c'est quand même un truc à bien découvrir, c'est les derniers, là. Je vous recommande en particulier. Alors, Valse d'amour. non, Dernier Amour, qui s'appelle en fait Premier Amour, et c'est un contresens total, parce que en fait c'est bien le premier amour de la fin de la vie de ce personnage. C'est pas le dernier amour de sa vie, c'est le premier amour de cette vie-là. Voilà. Donc c'est un contresens de l'appeler dernier amour complet. Mais ça fait partie des conneries des traducteurs. Et ils vont pas voir les films. Hein. Voilà, ils voient que Tognazzi est vieux, Ornella Muti est jeune, allez hop, dernier amour. Faut absolument. C'est fabuleux ce film. Ce film est fabuleux aussi. Voilà. Il y a
On n'a pas parlé de ça, des différences avec les différents acteurs. On n'en a parlé que de Gassman. Mais Tognazzi, c'est quelqu'un qui est absolument formidable pour retenir les secrets. Il a cette faculté de retenir les secrets. Et on ne sait jamais ce qui se passe vraiment. Alors que, je dirais presque que Gassman, on les voit transpirer hors de lui, quoi. Mais pas lui. Et comment il s'appelle merde, Manfredi, lui, c'est le burlesque, lui. C'est le burlesque. C'est autre chose. Mais Manfredi, il faut que je vous raconte une histoire ah oui, avant de vous raconter l'histoire, le dernier qu'il faut pas rater, je n'avais jamais vu ce film, ça m'a terrifié quand je l'ai vu. C'est Valse d'amour. Tolgo il disturbo. Allez le voir. C'est avec Gassman. C'est un film de 90. Mais vraiment, celui-là, alors là, vous allez sortir secoué. Je vous raconte là-bas. Oui, c'était quand on avait invité Tognazzi à venir à Montpellier, où on avait fait un grand truc, Mes chers amis. Vous vous rappelez de ce film qui était Mes chers amis? Il y avait Blier, il y avait Tognazzi qui était venu et tout ça, il y avait Noiret, enfin voilà, il y avait tout le monde, quoi. Et on a voulu reproduire la séquence où ils vont dire au revoir à des gens à la gare et qui donnent des gifles aux types qui sont aux fenêtres du train. Mais on ne pouvait pas parce qu'il n'y avait plus de fenêtres de train. Donc, un plaisir qu'on ne pouvait plus avoir, quoi. Et Tognazzi, pendant tout le festival, là, on ne le voyait jamais. Il s'enfermait avec sa secrétaire à l'hôtel. Secrétaire française. Française, oui. Et nous, on se disait, mais ce Tognazzi, la santé, hein. Tous les jours avec un secrétaire, non, hein. Alors on le regardait un peu d'un drôle d'air, tu vois, parce que quand même, on se disait, voilà. Et puis un jour, on a appris pourquoi il était avec sa secrétaire tous les jours. C'est qu'il préparait une intervention théâtrale à la Comédie Française, et c'était sa répétitrice. Voilà. C'est-à-dire qu'elle lui apprenait à parler bien français, quoi, pour aller à la Comédie Française. Alors depuis, on s'est dit, hein, vraiment, c'est vilain de penser du mal des autres. Hein. C'est très vilain. C'est comme dans les comédies. Hein. Bon, encore des questions? Des réactions? Prenez le micro, prenez le micro. Parce que comme ça, vous serez... Bon, moi, j'ai beaucoup aimé Patrick Devers. Et je pense que ça doit être très difficile, s'il ne parlait pas l'italien, de jouer avec une autre langue, quoi. Moi, pour moi, c'est une performance. Il joue pas, hein, il est doublé. Hein. C'est-à-dire qu'il disait... Quand il tournait, il tourne en français... et tout, parfois directement, effectivement, non, il comptait. On disait, on lui expliquait, tu vas de cet endroit à celui-ci, tu comptes jusqu'à 7, et puis l'autre personne va te répondre. Mais pour moi, c'est une performance. Non, ça c'est le jeu, c'est le jeu italien, c'est-à-dire que on les fait jouer comme ça. Et Risi, il avait justement cette particularité, c'est-à-dire que effectivement, au départ, il y avait des dialogues, certains jouaient réellement. Mais comme tout était post-synchronisé, eh bien, au montage, au mixage, parfois il refaisait les dialogues. C'est-à-dire qu'il trouvait que par rapport au positionnement des acteurs, par rapport à ce qu'ils avaient donné, on peut refaire ça. Et donc il retravaillait les dialogues au moment du mixage, ce qui n'existe absolument pas dans le cinéma français. C'est les Français qui sont spécialistes de la prise de son direct et pour qui c'est extrêmement important. Mais pas en Italie. Et donc en Italie, on post-synchronise jusqu'au dernier moment. Moi, je trouve ça très, très difficile de jouer de cette façon-là. Alors, c'est un métier. Vous apercevrez que les Français parlent français, les Américains parlent américain. Oui, mais ça, je le sais. Oui, mais quand on a un film non sous-titré, là, comme ça, oui. Mais le fait de jouer, c'est... Sur les lèvres, vous verrez qu'il a parlé français. D'accord, ok.
Bon, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que vous voulez encore... Pour le foot de guerre? Ouais. Foot de guerre? Le foot de guerre, ouais. Ah, le jeudi. Le jeudi. D'accord. Le jeudi, c'est un film bizarre. C'est un film bizarre. Et en plus, d'utiliser Walter Carey, qui n'était pas un grand acteur comme les autres, reconnus et tout ça, mais qui a quand même quelque chose de particulier. Moi, j'ai trouvé que ce film était intéressant à passer. Voilà. Alors, vous faites bien de remercier remercier le festival parce qu'en fait, pour être un peu parfois dans les coulisses et de savoir ce qui se passe et comment on trouve les films, ce film-là, on a le droit de le passer en festival, on n'a pas le droit de le passer en salle. C'est-à-dire que par exemple, à Nestor Burma, ils auraient beaucoup aimé le passer parce que c'est l'un des rares films de Dino Risi qui est accessible au jeune public. C'est un film qui est vraiment accessible. On a à partir de 13 ans, on peut passer le jeudi sans problème. Pour le jeune public, parfait. C'était un film qui était parfait pour Nestor Burma, qui est une salle qui aime beaucoup le jeune public. Ben non, il n'y avait pas le droit de le passer en salle de cinéma. On a le droit de le passer actuellement en festival, mais pas en salle de cinéma. Vous voyez que les droits des diffusions sont difficiles. Donc, encore une fois, c'est la chance des festivals, c'est la chance des ciné-clubs aussi. Voilà. On a ce maillage particulier de la diffusion des films qui est extrêmement intéressante. On vous dira jamais à quel point il est important de venir dans les festivals pour découvrir des films, et même les films anciens. C'est-à-dire que les films anciens, parfois les droits sont bloqués. Et là, par exemple, celui-ci, il aurait été parfait pour Burma, qui a une vraie programmation. Ça aurait été parfait de venir avec des enfants, des jeunes. Vraiment, c'est une très belle entrée en matière dans le cinéma de Risi. Parce que pour moi, le jeudi, c'est la version pour enfants du Fanfaron. Non, je veux dire, si on va plus loin, il n'y a pas que le rapport du père au fils derrière. Il y a ce personnage qui est complètement nul sur le plan social et qui se révèle avec des qualités formidables. Au début du film, là, quand il négocie tous ces trucs là pour savoir, pour la voiture et tout, je trouve c'est génial. Il essaye tout ce qu'il peut pour avoir cette voiture. Hein. Oui. Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Puis après, il ne peut pas payer ça. Il n'est pas méchant, il fait ce qu'il peut. Mais je trouve ça va très loin. Surtout actuellement, je trouve ça formidable. Je trouve ce film formidable. Merci beaucoup, merci encore. Mais l'autre chose qui est intéressante, c'est que quand on fait des rétrospectives comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de films qui sont des films aussi dans lesquels il y a une restauration. Et ça, c'est très important. Parce que si ces films... C'est pour ça qu'il faut les passer en salle, grand écran. Parce que s'il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de restauration. Et donc ces films disparaissent au fur et à mesure. Alors que là, quand il y a une demande, il y a une restauration qui se fait. Voilà, Une vie difficile, c'est un film qui était sorti il y a très longtemps, et bien il a été restauré. Voilà. C'est très important ça, de savoir qu'il faut absolument les passer, ces films. Et pas simplement à la télé où... Vous faites autre chose, vous faites la vaisselle en même temps. Quoi. Et moi, pour parler de ça, il faut rappeler qu'il y a une date historique dans le cinéma, c'est le 28 décembre 1895, qui correspond à la première projection publique payante. C'est-à-dire que la définition du cinéma, c'est une projection publique et payante. C'est-à-dire que la date d'invention du cinéma, c'est pas le moment où les frères Lumière construisent leur appareil. C'est pas le moment où, au mois de mars, ils font la démonstration dans un salon de photographes à Lyon. Le cinéma, c'est une projection publique. Et donc, le cinéma n'existe que le temps de la projection. Et il n'existe que le temps de la projection s'il y a un public qui va réagir ensemble. Donc c'est extrêmement important et c'est pour cela que l'émotion que vous évoquez, eh bien, nous fait extrêmement plaisir, madame. Il y avait d'autres questions. Je voudrais savoir s'il a fait de nombreux films dans le genre de âme perdue ou bien fantôme d'amour. S'il a fait... Dans ce genre mélancolique. Ben là, vous avez toute la fin de sa carrière, à partir des années 70, qui commence à avoir comme ça des... Voilà, il y a Âme perdue, il y a Fantôme d'amour, il y a... Hein? Valse d'amour, je vous l'ai dit, ça s'appelle Tolgo il Disturbo. C'est son dernier film. Allez le voir. Il y a Cher Papa aussi qui est particulier sur ce conflit de génération. Oui, ça je l'ai vu. Voilà, mais sur la folie, il en a fait beaucoup.
Non, il n'en a pas fait. Non, non. Il y en a quelques-uns. Le fou de guerre. Mais Dernier Amour, ou Premier Amour, plus exactement, dernier ou premier, comme vous voulez, est un film là-dessus aussi, sur le fait que le temps passe et que les êtres humains se détériorent, et en particulier leur tête. Hein, voilà. Hein, oui. Mais par contre, sur les images mentales... C'était un retour un peu à son origine, finalement. Il ne voulait pas être psychiatre, et puis il a fini par faire des films qui avaient des tendances un peu psychanalytiques par moment. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Mais moi, je pense que dans les monstres, il y a une violente... La violence qu'il y a, ça quand même... Ça a quelque chose de psychologique, quand même. Hein. Mais il y a souvent des images mentales ou bien des pensées qui sont dites en off, mais qu'on entend très bien. Ou par exemple, dans Parfum de femme, lorsque le jeune dort et qu'il sait qu'à côté de lui, il y a un type avec un pistolet, d'un seul coup, pendant le plan, il dure quoi, 15 secondes, il y a Gassman qui surgit et tout est éclairé de rouge et il le braque et il se réveille. C'est-à-dire qu'on a d'un seul coup dans ce film-là une sorte de fantasme ou de peur qui est montrée. Donc on a effectivement des images mentales, mais c'est très courant chez Rizzi, ça. Et c'est très courant, même dans un film comme Il Tigre, L'homme à la Ferrari, il y a ce jeu entre la couleur et le noir et blanc. Et de temps en temps, il trouve que Anne-Margret... il aimerait bien la tuer, hop, on passe en noir et blanc, et il a cette envie-là. De temps en temps, on a ce jeu-là. Puisque je suis sur ce film-là, je vous ai parlé du miroir de Vedonudo. Il y a ce jeu, lorsqu'il va, et le téléphone est extrêmement important chez Rizzi, lorsqu'il va appeler sa maîtresse alors que sa femme dort, et qu'il voit, alors qu'il est en train de l'appeler, dans le miroir, le portrait de son épouse. Et elle arrive et elle se superpose au portrait. Et lui, il confond l'image du portrait avec l'image même de sa femme. Voilà, ça, c'est subtil, c'est fin. Et Rizzi, il nous montre ça, c'est-à-dire que des superpositions d'images. C'est extrêmement, extrêmement important chez lui, et on a ça pendant toute sa carrière, même si c'est pas un axe très marqué. Mais on l'a, par exemple, dans un film qui est assez léger, hein, celui-ci. Encore une fois, L'homme à la Ferrari. Vedonudo, c'est le film de la vision. Quand il était venu, on avait beaucoup parlé de ça, il refusait d'en parler parce que il faisait partie des metteurs en scène qui ont des manies, des recettes et tout, et puis surtout, il ne faut pas en parler. Hein. Bon. Il disait, moi je fais des comédies. Alors, m'emmerdez pas avec vos histoires cinéphiles. Hein. Bon, je dis, très bien, on t'a rien dit. T'as rien dit. Mais bon, la vision, les yeux, c'est très important dans le cinéma de Rizzi. Et dans ce film, alors c'est lequel dans lequel il y a le... Ben oui, c'est dans Vedonudo qu'il y a l'histoire de Tognazzi qui regarde la télé. Oui. Mais, alors, à la fin du film... L'opium du peuple. L'opium du peuple. À la fin du film, est-ce que vous avez bien regardé? Parce que pendant tout le film, Tognazzi a des lunettes et des gros yeux. Et à la fin, il enlève ses lunettes et les yeux restent sur les lunettes. Et en fait, il est aveugle, ce type. Voilà, non seulement il est con parce qu'il regarde la télé tout le temps, mais en plus, il est aveugle, c'est-à-dire qu'il ne voit rien. Mais moi, je n'avais pas vu ça. Pendant très longtemps, je n'ai pas bien regardé quand il enlève les lunettes à la fin. Et oui. Mais, vous voyez, il y a chez lui, tout à l'heure, quelqu'un posait la question à propos des aspects psychologiques, quoi. Cette séquence et cet épisode, plutôt exactement, très étrange des deux homosexuels qui se retrouvent en n'osant pas dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont et tout ça. Il n'y a qu'un indice qui nous est donné. C'est qu'ils confondent le sucré et le salé. Et tous les deux. Et que ça leur convient très bien. Donc ils boivent des cappuccinos salés
et ça ne pose aucun problème. Ça les fait boire un peu, ils disent, mais bon, ça leur pose aucun problème. Et voilà. Et c'est assez curieux cette séquence-là, qui est une séquence de, comment on pourrait dire, de, vous voyez, de non-dévoilement. C'est très, très, comment on pourrait dire, très, très délicat. Alors qu'à cette époque-là, quand même, c'est 69, on avait plutôt tendance à rigoler grassement des homosexuels, quoi. Et il y avait la cage aux folles, et c'était le grand moment de détente de tout le monde. Et là, c'est complètement différent. Il y a une délicatesse de présentation de ces deux personnages qui confondent le sucré et le salé. C'est le signe. C'est le signe. Mais il le fait en utilisant un procédé qui est le procédé de la substitution. Et la substitution, elle est très courante chez Rizzi. C'est-à-dire que là, il y a la substitution du sel et du sucre. Dans ce film L'homme au sans visage, son complice, vous l'avez vu, son complice, il arrive avec un chandelier et puis hop, il le substitue par un faux. Lorsque dans L'homme à la Ferrari, elle se peint, Anne-Margrethe se peint en vert, et en fait, elle a substitué son corps nu par un décor, une peinture, et puis elle va à la douche est ouverte, et là, il se rend compte que, en fait, elle était nue. Donc le jeu de substitution, et encore une fois, ce personnage, Eleanor Parker, là, qui arrive et qui se substitue à son propre portrait, qui est regardé dans le miroir. Donc en fait, il va utiliser ce principe de la substitution très souvent. Et donc il n'y a pas... Voilà, quand il en a besoin, il y a un moment, c'est dans Les Monstres, où le personnage cherche une prostituée et il faut qu'elle ressemble à son épouse. Il veut substituer par quelque chose. Dans... ce personnage qui est gérontophile, il va substituer une personne âgée par la mère de la personne âgée. Donc on est dans la substitution sans cesse. Donc c'est un effet peut-être de magicien, la substitution, mais c'est un effet qu'il utilise souvent et dans plusieurs films. Et c'est ce qui est intéressant lorsqu'on regarde autant de films en même temps sur Rizzi, c'est qu'on s'aperçoit, il a ses marques. Et ces marques, elles sont là depuis toujours. Peut-être qu'il ne voulait pas les révéler, mais lorsqu'on les passe les uns à la suite des autres, on commence à repérer 2-3 trucs qui nous font extrêmement plaisir. On parlera au nom du peuple italien. Je vous ai parlé des choses qui chutent au nom du peuple italien et sur la chute, sur l'effondrement. Et il est aussi sur le fascisme des gens qui ont le pouvoir et qui ont l'argent, mais peut-être aussi sur un fascisme de gauche. Un fascisme populaire. Donc il y a toujours cette question-là chez Rizzi. Comment on le montre ? Eh bien, on le montre en fait par des images. Et ces images, encore une fois, sur Il Sorpasso, donc sur Le Fanfaron, il y a ce côté verticalité qui est extrêmement important. On commence par quelque chose d'horizontal avec cette ville qui est complètement déserte. Vous verrez que Au nom du peuple italien, à un moment donné, il va falloir trouver un subterfuge pour que la ville soit déserte, comme hier soir dans Opération San Gennaro, il fallait trouver un subterfuge pour que la ville soit déserte. Donc on a quelque chose d'horizontal, avec cette voiture, nous on a droit à l'aile droite qui est abîmée, et lorsqu'il se gare devant l'immeuble de Trintignant, lui il voit que l'aile gauche qui n'est pas abîmée. Donc le personnage de Trintignant ne sait pas en fait que c'est un usurpateur, que c'est pas un type si bien que ça, on le voit à la voiture. Et donc il y a ce dialogue au bas. Évidemment, quand je fais au bas comme ça, on connaît la fin du Fanfaron et on voit bien que c'est un film qui esthétiquement travaille la verticalité. Lorsqu'il va voir l'une de ses tantes et que la tante reste à l'étage et puis qu'elle se regarde et puis qu'elle se recoiffe, on est sur la verticalité. C'est-à-dire que ça semble évident, Rizzi, mais c'est extrêmement bien construit aussi en termes de plans et de séquences. Il donne beaucoup de place à ses acteurs, mais il place très bien sa caméra, justement pour tout ça, pour la substitution. La vision est une chose très importante pour lui, et ça a un côté médical. Bon, on va bientôt aller voir le... Alors, regardez bien Au nom du peuple italien, cette séquence où Gassman essaye de corrompre
Tognazzi sur une plage dévastée par la pollution. C'est un grand moment de cinéma italien. Vous savez, ces belles plages, ouais, ben là, c'est sur cette plage-là que ça se passe. Ça sera la conclusion. Allez, merci à vous. Au revoir, merci d'être resté, d'avoir Merci. posé des questions. Et à bientôt. Merci Bénédicte.